Salut! Bienvenue à toutes et à tous dans 5 Macadic, une émission qui parle SF. Aujourd'hui, première vidéo, on peut parler d'épisode pilote et on va tenter de définir la SF. Générique! Bon, l'ASF, pour la plupart des gens, c'est ça. Des combats spatiaux, des planètes exotiques, des maquillages douteux, des accessoires du futur et beaucoup trop de latex. Et ces gens auront raison. Le Space Op, c'est l'un des genres les plus représentés, tous médias confondus. Franchement impressionnant, souvent épique, c'est l'un des meilleurs genres pour s'initier à l'ASF. Mais l'ASF, la vraie, dans sa dimension la plus vaste, c'est une variété incroyable de sous-genres que nous verrons un peu plus tard, et qui ont finalement toute la même ambition, projeter le lecteur, le spectateur, dans un monde ou un univers qui n'est pas ou plus le sien, même de peu. Chaque auteur a sa propre définition de l'ASF. Celle d'Asimov est l'une de mes préférées. Il dit, je cite, qu'on peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. La SF, c'est un genre qui permet à l'écrivain, au réalisateur ou à l'illustrateur de s'affranchir de certains faits, de certains événements ou de certaines conventions qui le contraignent dans sa création. C'est aussi un moyen de porter, à travers le prisme du futur ou d'une civilisation lointaine et exotique, un regard sur notre présent, de dénoncer certains faits présents ou passés en les travestissant. D'où l'importance de connaître le contexte dans lequel a émergé une œuvre. La guerre froide a par exemple beaucoup influencé la SF de son époque. La SF, c'est un exercice délicat qui demande à l'artiste de créer parfois des mondes, des civilisations ou des pratiques religieuses de toutes pièces, ou encore d'anticiper les possibles évolutions technologiques. Le résultat est quelquefois absurde, mais souvent il est génial, à la limite même de la prémonition. Par exemple, la robotique, le transhumanisme, l'exploration spatiale Surprise, motherfucker. ou les intelligences artificielles sont autant de sciences modernes que la SF avait anticipé. Prédiction ou influence? N'empêche que la question est passionnante. La science-fiction est relativement jeune et la plupart des amateurs du genre prêtent à Mary Shelley la maternité du genre. Son Frankenstein, ou la Prométhée moderne, est un roman de 1818 qui raconte comment Victor Frankenstein, qui est alors un jeune étudiant passionné par ses recherches sur la pierre philosophale, donne la vie à un monstre hideux. Il est en vie. Il est vivant, il bouge sa main. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Vivant. Effrayée par sa création, Victor l'abandonne. Livrée à elle-même et persécutée par les humains qu'elle croise au hasard de ses déambulations, la créature se met alors à éprouver de la haine pour son créateur dont elle tue l'entourage au fil du récit. Le cinéma s'est évidemment emparé du monstre de Frankenstein et même s'il a contribué à sa postérité, on peut dire qu'il a un petit peu trahi l'œuvre originale. En effet, dans le film de 1931 par exemple, Boris Karloff campe un monstre stupide aux yeux vides qui passe l'intégralité du film à déambuler en miaulant. Là où le monstre de Mary Shelley est un être sensible et intelligent qui se met à haïr l'humanité faute de pouvoir l'intégrer. Je passerai sur Victor Frankenstein qui est devenu, le temps d'une adaptation, un vulgaire savant fou, affligé d'un sidekick bossu sorti de nulle part. No! Pour en revenir aux précurseurs, d'autres se sont évidemment engouffrés dans la brèche, mais il faudra attendre le début du 19e siècle pour voir apparaître deux des plus illustres d'entre eux, Jules Verne et H.G. Wells. Jules Verne, pour commencer, était passionné de science et d'astronomie, et n'hésitait pas à se faire conseiller par de véritables scientifiques de l'époque pour l'écriture de ses voyages extraordinaires. Le Nautilus de 20 000 lieues sous les mers, par exemple. 10 ans avant l'apparition du premier sous-marin, c'était déjà un appareil parfaitement viable et crédible d'après les descriptions de Jules Verne. De même, l'auteur, avec De la Terre à la Lune, envoie à l'aide d'un immense projectile des gens sur la Lune près de 80 ans avant le premier vrai alunissage, influençant au passage de futurs grands pionniers du vol spatial. Autre grand pionnier de la SF, H.G. Wells.
Tout le monde connaît La Guerre des Mondes, œuvre iconique de la SF, adaptée à la radio, à la télé, en comics et au cinéma. Notamment par Steven Spielberg, à qui l'on doit l'une des adaptations les plus populaires, malgré une contextualisation que je regrette un peu. Bref, H.G. Wells pèse pas mal dans le milieu de la SF. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que la SF s'impose vraiment. Et plus précisément, c'est en 1927 que pour la première fois, le terme science-fiction apparaît. On doit cette invention à Hugo Gernsback, qui écrira « Rappelez-vous que Jules Verne était une sorte de Shakespeare de la science-fiction ». On doit aussi à Monsieur Gernsback l'apparition des premiers magazines pulp, avec notamment Amazing Story, qui sera édité sans interruption jusqu'en 2004. Le prestigieux prix Hugo, qui récompense les meilleures œuvres de SF, lui doit d'ailleurs son nom. Les pulp donc, ces magazines qui doivent leur nom au wood pulp, un genre de pâte à papier dégueulasse faite de vieux déchets de fibres de bois, lancent pour certains le véritable âge d'or de la SF. Beaucoup d'auteurs cultes du genre feront leurs armes dans ces pages. Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Herbert, Van Vogt et j'en passe. Le contenu n'est pas toujours de qualité, mais les illustrations et l'exotisme de ces petites nouvelles nourrissent l'imaginaire de centaines de milliers d'adolescents fascinés par les sciences et l'anatomie. On va pas se mentir. La SF s'émancipe ensuite petit à petit du pulp qui tombe malheureusement en désuétude, notamment grâce à des œuvres cultes qui lui offriront notoriété et légitimité. Le genre s'étoffe et des dizaines de sous-genres apparaissent. Alors maintenant on va évoquer quelques sous-genres de la SF, par contre je vous préviens, la liste n'est ni exhaustive ni objective. C'est parti! C'est l'un des sous-genres les plus sombres et les plus sobres que la SF peut nous proposer. La dystopie projette le lecteur, le spectateur, dans un monde où la société et ses représentants oppriment le peuple. L'accès à la culture, au confort, à la santé ou à la sexualité est réservé à une élite oisive qui domine le commun des mortels. Parfois littéralement, comme dans le film Metropolis de Fritz Lang, où la masse grouillante des ouvriers occupe les bas-fonds de la ville, tandis que les hauteurs aux architectures somptueuses vont à l'élite. Dans les dystopies, l'action se déroule la plupart du temps dans un avenir proche et d'immenses mégalopoles oppressantes et bondées servent de décor à l'intrigue. La technologie et les sciences, qui n'ont pas connu d'évolution spectaculaire, servent surtout d'outils à l'oppression. Les médias font de la propagande, les caméras se sont installées dans les rues et jusque dans les blocs vétustes qui abritent les familles. Les naissances sont contrôlées, les enfants triés génétiquement, l'amour est prohibé et le sexe, s'il est pratiqué hors des cadres prévus par l'autorité, est sévèrement puni. Les forces de police omniprésentes et tyranniques veillent d'ailleurs à ce que la loi soit respectée. À grands coups de tonfa dans la gueule. And his name is John C. Oui, parce que les dystopies sont souvent un prétexte pour dénoncer les travers de nos sociétés. Tout y est exacerbé, parfois jusqu'à l'absurde. Et c'est souvent effrayant. Ah, monde de merde. L'Uchronie est un genre un peu particulier dans la SF. Plutôt que de se projeter dans le futur depuis notre époque, l'Uchronie propose d'altérer, même très légèrement, le cours des choses à partir d'un point précis dans le passé. Souvent, ce point précis est un événement qui a marqué l'histoire. Le Maître du Haut-Château de Philippe K. Dick, par exemple, part du principe que la Seconde Guerre mondiale s'est achevée sur une victoire de l'Allemagne et du Japon. Dans Watchmen, le président Nixon modifie la constitution américaine et enchaîne les mandats jusqu'en 86, alors que pèse sur le monde la menace d'une apocalypse nucléaire. L'Uchronie est intimement liée au thème du voyage dans le temps. Marty McFly, par exemple, dans Retour vers le futur 2, se retrouve dans un 85 altéré où Biff Tannen règne sur un empire financier considérable, a tué son père et épousé sa mère. Dans le roman de Stephen King, 22-11-63, le héros, Jack, est chargé par le gérant d'un snack de retourner dans le passé pour empêcher le meurtre de Kennedy. Sa mission accomplie, il revient en 2011 et découvre un monde délabré et déchiré par des conflits nucléaires et des catastrophes naturelles qu'il a lui-même induit en voyageant dans le temps. Ah! Ça vous dirait de voir mon tout premier porno? Terminator. Je ne vais pas vous refaire le scénario du film, c'est une œuvre iconique du cinéma, et même si chaque scène, chaque plan, chaque dialogue est culte à mes yeux, cette scène m'a profondément marqué. Non mais regardez-moi ça! Ces monstres d'acier broient des collines de crânes au milieu des lasers et des ruines fumantes. Et voilà!
Elle dure quelques instants, mais sa puissance évocatrice est telle qu'elle m'a foutu des cauchemars pendant des mois. La saga Terminator, à l'exception d'un épisode dont je ne parlerai pas ici, ne traite pas ou peu de post-apo. Dans l'essentiel de la franchise, l'apocalypse n'a pas encore eu lieu, et c'est tant mieux. Mais c'est grâce à Terminator que j'ai mis mon premier pied dans le post-apo, puis dans la SF. Le post-apo, donc, c'est un genre de la SF qui traite des moments qui suivent une apocalypse. Il en existe une tripotée. Et assez souvent, les raisons ne sont pas ou peu évoquées. On a par exemple l'apocalypse nucléaire de Fallout, une crise pétrolière sans précédent dans Mad Max, une apocalypse zombie dans 28 jours plus tard, ou des dérèglements climatiques dans La Route. Les mondes décrits dans le post-apo sont souvent des mondes durs, où s'exerce la loi du plus fort. La Terre est devenue inhospitalière, les protagonistes tentent de survivre sur les vestiges de leurs anciennes civilisations et doivent affronter, en plus d'une nature qui reprend brutalement ses droits, des groupes de sauvages qui violent, tuent, pillent et, comble du fun, peuvent même s'adonner au cannibalisme pour survivre. J'aime beaucoup le post-apo. Déjà, esthétiquement, souvent, ça claque. Et puis, le genre est souvent l'occasion d'un retour à la source pour l'homme. Dépourvus des codes et des comportements qu'impose la société, les protagonistes n'ont d'autre choix que de s'adapter pour survivre. Un monde meurt et un autre, plus dur, mais plein d'opportunités se crée. Certainement le genre le plus connu et le plus représenté de la SF, tous médias confondus. À la suite d'une découverte technologique bouleversante, l'exploration spatiale connaît un formidable essor. L'homme se met à explorer l'univers, y fait la rencontre de nombreuses races extraterrestres et découvre de nombreuses planètes. Dans les space ops, la technologie est primordiale, souvent très avancée, du fait des rencontres avec des races extraterrestres à la pointe technologiquement, ou du fait de la période souvent lointaine de leurs intrigues. La science et les lois de la physique dans le space ops sont assez souvent tues ou modifiées pour les besoins de l'histoire, ou paradoxalement de la cohérence. Les geeks hardcore qui maîtrisent les bases de la relativité, de la gravité ou de la physique quantique peuvent se rabattre sur un autre sous-genre de la SF, la hard SF. La hard SF, au contraire de la SF traditionnelle, se préoccupe de maintenir dans ses intrigues une certaine cohérence technologique et scientifique. Bref, pour en revenir au space op, c'est un genre épique et aux enjeux souvent démesurés. L'humanité ne représente plus la seule espèce pensante de l'univers et de fait, le genre traite souvent des interactions entre espèces. On y parle de racisme par exemple, de politique, de chocs culturels ou religieux, et aussi d'autres types d'interactions interespèces. Voilà. On est face à de la putain de SF stylée. C'est probablement le genre qui me fait le plus fantasmer. Tout y est. Le cyberespace, les villes tentaculaires et verticales, les corporations omniprésentes et omnipotentes qui court-circuitent l'État, les améliorations humaines, les intelligences artificielles et la robotique. On y reste souvent sur le plancher des vaches, mais technologiquement le bond est gigantesque. Le cyberpunk dépeint souvent un monde sombre et très violent. Les drogues, les armes sont omniprésentes. Le cyberespace y est souvent décrit comme un monde virtuel et alternatif où peuvent s'échapper les usagers. Parfois au moyen d'électrodes ou via un connecteur qu'ils se plug littéralement dans la nuque. William Gibson est unanimement reconnu comme étant le pionnier du mouvement cyberpunk. En 1984, il écrira Neuromancien. Dans ce bouquin, le anti-héros Case est un hacker que l'on a chimiquement dépossédé de sa faculté à se connecter. On le retrouve au début du roman, minable et totalement largué par la réalité, qu'il trouve fade et dans laquelle il erre de deal en deal. Un type mystérieux le contacte et lui propose de lui restituer sa capacité à se brancher à condition de bosser pour lui. Accompagné de Molly, une femme augmentée qui fait littéralement jaillir des griffes de ses poings, et de Riviera, qui peut projeter des images holographiques grâce à ses implants, Case va devoir hacker l'une des corpos les plus puissantes au monde afin de percer ses secrets. Je vous recommande chaudement ce bouquin, la plupart des œuvres cyberpunk qui suivront lui doivent énormément. On va s'arrêter là pour le tour des sous-genres, il y en a encore beaucoup que j'ai pas évoqués. Je pense au steampunk notamment, au planète opéra, aux films d'invasion, au space fantasy, à la SF militaire. Je finirai bien par les évoquer un jour ou l'autre au fur et à mesure de mes chroniques. Certains genres se croisent souvent et la SF peut aussi se transcender et servir des intrigues a priori plus traditionnelles. La comédie, le slasher, le drame ou la comédie romantique. Bref,
La SF est un genre complet et complexe dont je suis loin d'avoir fait le tour. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. On se revoit bientôt pour d'autres chroniques. En attendant, ciao! Quand je prends le mic, je m'enflamme, je vous sens bien hot, mesdames. C'est ça que je veux mettre le feu. Je sens la chaleur qui s'installe, certains talents. Et aussi d'autres types de relations interespèces. Bah alors ma pupuce. Bon. Bah alors. C'est les connes putain. Ça va toi? Allez. Ok, on l'a. C'est bon, on l'a. Putain.